Et avec nous pour parler des femmes et de leur combat, Caroline Dehaas. Caroline Dehaas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des animatrices du collectif des féministes en mouvement, auteur d'un manifeste intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ?» aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous revendiquez comme féministe, donc. Les féministes, elles ont beaucoup été raillées. Le MLF, le mouvement de libération des femmes dans les années 70, cela semble un combat un peu d'arrière-garde au XXIe siècle. On se dit, mais bon, non, finalement, c'est un combat de tous les jours, qui reste un combat de tous les jours. On va vous poser cette question, mais qu'est-ce que vous voulez encore finalement ? Alors d'abord, quand il y a un combat qui dérange, il est toujours raillé et toujours caricaturé. Et je pense que c'est parce que le combat pour l'égalité femmes-hommes dérange qu'il est l'objet de beaucoup de caricatures. Il dérange parce qu'à la fois, il met en valeur une réalité qu'on a la peine à voir. Cette réalité, c'est celle que les femmes et les hommes aujourd'hui dans notre société ne sont pas égaux. Et cette réalité, elle vient percuter une illusion, un imaginaire collectif, comme quoi, depuis le mouvement de libération des femmes, au final, on aurait réglé tous les problèmes. Eh bien, c'est pas vrai. Aujourd'hui, en France, les femmes, elles gagnent 27% de salaire en moins, elles font à peu près 80% des tâches ménagères, et elles sont que moins de 20% à l'Assemblée nationale. Alors, justement, selon l'ONU, les 2/3 des illettrés adultes dans le monde sont des femmes. On empêche encore des petites filles d'aller à l'école dans le monde, alors qu'il est avéré quand même que les femmes sont les vecteurs des progrès sociaux. Est-ce que les hommes ont encore peur de ça ? À mon avis, la société, tant qu'elle ne se rendra pas compte qu'il y a encore un problème, elle ne prendra pas forcément les dispositions nécessaires pour le régler. C'est pour ça que la première revendication des féministes en mouvement, c'est d'instaurer un ministère des droits des femmes, un ministère des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi ? Parce que si un gouvernement considère qu'il y a encore besoin d'un ministère, c'est un signal très fort qu'il envoie à la population en disant, voilà, on a pris conscience qu'il n'y avait pas encore l'égalité entre les femmes et les hommes et on veut le régler. Et ce ministère, il aura vocation à mettre en place un certain nombre de mesures pour l'égalité. D'abord, c'est l'application des lois, parce qu'il y a une multitude de lois qui existent, qui expliquent qu'il faut faire de l'éducation à l'égalité dans les écoles, qu'il faut faire l'égalité salariale, qu'il faut permettre le droit à l'avortement sur tout le territoire. Ces lois-là ne sont pas appliquées aujourd'hui. Et puis, il y a des textes internationaux. Il y a quand même une résolution de l'ONU, une charte européenne. Et c'est pareil, ça laisse lettre morte, ces textes-là. Oui, parce ne sont pas appliqués. Un des problèmes qu'on a en France, comme dans tous les pays du monde, évidemment, en France, il y a eu des combats féministes qui ont permis de faire avancer les droits des femmes de manière déterminante. C'est pas pour autant qu'on est arrivé au des but. textes qui datent d'il y a 40 ans, 30 ans. Tout à fait. Et puis il y a des textes qui, plus récents, comme la parité qui date d'il y a 10 ans. Il y a des lois, il y a une loi de 2006 sur l'égalité professionnelle en France. Ces textes-là, ils sont très importants parce qu'ils montrent bien que l'égalité femmes-hommes n'est pas juste une question de droits des femmes. Elle est une question de société, une question sociale qui doit traverser toutes les thématiques. Dans l'éducation, dans la santé, dans les relations internationales, on doit pouvoir parler des droits des femmes. Et je pense que c'est un des problèmes que nous, on souligne dans cette élection présidentielle. Certes, les candidats, notamment les candidats de gauche, ont repris un certain nombre de nos revendications et les ont inclus dans leur programme, mais ça reste souvent dans une catégorie. Les droits des femmes sont un paragraphe parmi d'autres. Nous, ce qu'on revendique, et c'est le vrai en France comme dans tous les pays du monde, c'est que les droits des femmes sont un levier de transformation de toute la société. Alors, on l'a vu, les révolutions arabes, on a cru à une émancipation générale, mais aujourd'hui, on est plutôt inquiet pour les femmes. Vous savez, je pense que dans toutes les révolutions, ça a été le cas pendant le mouvement de libération des femmes dans les années 70, il y a eu une très forte poussée pour l'émancipation. Et puis dès que la mobilisation s'est arrêtée ou s'est essoufflée, il y a eu un retour de bâton, le backlash, le fameux backlash. Et je pense qu'on va aussi évidemment assister à ça dans les pays où il y a eu des révolutions. Je ne suis pas forcément inquiète parce que nous, on est en contact avec de nombreuses militantes féministes dans ces pays-là. Oui, il y a des inquiétudes. Elles ont mais lancé il y a aussi un appel. Oui, tout à fait. Donc, oui, il y a des inquiétudes. Il faut à la fois être vigilante, mobilisée, mais en même temps, il y a une très forte espérance parce qu'il y a des mobilisations qui sont très fortes. Et je pense qu'il y a eu un an, il y a eu un congrès international féministe qui a été organisé en France avec des femmes de tous les pays du monde qui sont venues pour parler, pour exprimer ces revendications. Et ce qui est très fort dans ce type de congrès, c'est qu'on se rend compte qu'on soit en France, en Iran, en Liban ou en Amérique latine ou peu importe au Canada, certes les situations sont différentes, les revendications ne sont pas forcément les mêmes parce que les droits effectifs ne sont pas forcément les mêmes dans ces pays, mais il y a quelque chose qui nous unit toutes, c'est qu'on veut l'égalité femmes-hommes parce qu'on considère que c'est un levier de transformation de toute la société. Alors on l'a vu, il y a des marches qui s'organisent un petit peu partout dans le monde, enfin en cours de cette année il y en a eu plusieurs. La prochaine, ça va se passer où ? Vous avez une idée ? Est-ce que ça peut être à Kaboul? Est-ce que ça peut être à Téhéran? On sait qu'il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, on pouvait se promener en mini-jupe à Kaboul ou à Téhéran. Est-ce que ces femmes vont pouvoir marcher à nouveau dans ces rues
Alors, il y a plusieurs coordinations qui essayent de mettre en lien les différents mouvements nationaux. C'est le cas, par exemple, de la Marche mondiale des femmes qui a lieu tous les 5 ans. La dernière a eu lieu en 2010, donc la prochaine, elle est en 2015. Moi, je pense qu'il faut à la fois œuvrer au niveau international pour mettre en réseau tous ces réseaux de femmes qui œuvrent pour l'égalité. Mais je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en France, parce que quand en France, on voit que nos droits reculent, à mon avis, c'est un signal aussi très négatif qu'on envoie au reste du monde. Et se battre pour faire en sorte qu'en France, on garantisse le droit à l'avortement, on garantisse l'égalité professionnelle, on fasse la parité, pour le coup, c'est des signaux très positifs. Je pense qu'il faut jouer sur les deux terrains. À la fois se battre pour garantir nos droits en France, et puis s'organiser au niveau international pour permettre que toutes ces mobilisations nationales, elles se fédèrent et qu'elles fassent avancer les droits des femmes. On va revenir sur votre manifeste. Vous égrenez une série de fausses évidences et puis 30 mesures pour y pallier, on va dire. Quelle est la plus emblématique de ces mesures? L'urgence, on va dire. On ne peut pas faire de hiérarchie entre les urgences. L'égalité professionnelle, la lutte contre les violences, le droit à l'avortement, tout ça c'est urgent. En fait, tout simplement. L'éducation aussi, mais c'est difficile de faire des hiérarchies. Et c'est pour ça que notre première revendication, c'est le ministère des droits des femmes. Parce que ce ministère, c'est un signal politique très fort qu'on envoie. On fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité politique. Et pas seulement une priorité, mais un levier pour transformer la société dans tous les domaines. Et donc ce ministère-là, il aura vocation à agir dans plein de domaines. On pourrait prendre comme exemple l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, ce n'est pas juste l'égalité dans l'entreprise. C'est aussi, par exemple, s'occuper de ces millions de femmes qui travaillent dans des métiers qui sont composés à 80 à 90% de femmes et qui sont dévalorisés, qui sont peu rémunérés et dans lesquels on a peu de possibilités de progression de carrière. Je prends le cas des assistantes maternelles. Je mets évidemment au féminin, il y a 80 à 90% de femmes, des secrétaires, des infirmières ou encore des enseignantes, notamment dans le primaire, qui sont en grande majorité des femmes. En fait, vous dites que finalement, la parité homme-femme, c'est le vecteur vers un changement de société. On va dire la parité, l'éducation, et puis surtout, évidemment, s'attaquer à travers l'éducation aux stéréotypes pour faire en sorte que les mentalités changent et que dans 150 ans, voire dans 10 ans, on n'en soit plus au même point qu'aujourd'hui. Mais je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie au nom de toutes les équipes. Vous pouvez retrouver, bien sûr, le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Merci et bonne suite de programme sur TV5 Monde.